Je suis surtout neurochirurgien et je tiens à cette fonction qui est ma principale fonction. Et voilà, le côté entrepreneuriat, je vais vous l'expliquer, c'est une toute petite de mes facettes. Lorsqu'on développe une innovation dans un laboratoire, on fonctionne avec les fonds du laboratoire, on arrive jusqu'à la preuve du concept, puis après il faut passer chez l'homme. Pour passer chez l'homme, il y a toute une phase qu'on appelle la phase réglementaire, qui lui demande des autorisations pour un dispositif ou pour un médicament qui demande de la fabrication avec des respects des normes, marquage CE, stérilité, tout ça, qui correspondent à des coûts qui n'ont, entre guillemets, aucun intérêt pour un chercheur. Et donc ces coûts sont supportés non pas par les organismes de recherche, parce que ce n'est pas des coûts qui feront avancer la science, ils ne sont pas financés par l'Agence nationale de la recherche, ils sont financés par des fonds privés, d'où l'intérêt de créer des start-up, de payer ces coûts réglementaires avant de pouvoir passer chez l'homme. Donc en fait, le concept de start-up, c'est pas là pour être une entreprise dans le sens où on entend tous, c'est là pour accélérer le passage d'une molécule ou d'un dispositif médical chez l'homme en payant tout ce qui est réglementaire et en assurant le coût que représente un essai clinique. Donc l'état d'esprit, c'est ça l'état d'esprit Glycem, c'est qu'on ne crée pas des entreprises pour des entreprises, c'est des entreprises pour pouvoir aider le transfert vers l'homme de ce qui a été développé dans les laboratoires. Alors comme en tant que neurochirurgien, je suis en fait spécialisé dans les tumeurs cérébrales, c'est aussi malheureusement triste, et dans les tumeurs cérébrales, ce qui est dramatique, c'est que malheureusement, elles récidivent assez vite pour les tumeurs malignes. Vous voyez ici à gauche, une boule blanche correspond à la tumeur, tu me l'as reprise, la souris. Ah bah oui. Une tumeur qui est une tumeur cérébrale maligne qui va être opérée. Donc on l'opère, c'est une patiente que j'ai opérée, on enlève la lésion, on ne la voit plus. La patiente va après subir de la radiothérapie et de la chimiothérapie. 60 000 patients en Europe et aux États-Unis par an, hein, pour cette maladie terrible qu'on appelle le glioblastome. Et malgré ça, ça va revenir exactement comme la situation initiale au bout de 12 mois. Et cette patiente va, grosso modo, statistiquement, mourir à 14 mois de sa maladie. Et ça, c'est insupportable. On se bat, on fait, on fait de la chirurgie, on fait de la radiothérapie, on fait de la chimio, et pour autant, cette patiente, on sait à l'avance qu'elle va nous échapper. Et tout ça, quelle est la faute? La faute, c'est une des grandes raisons, c'est la barrière hémato-encéphalique. Notre cerveau, on a plein de vaisseaux dans notre cerveau. Simplement, ces vaisseaux sont différents du reste du corps. Ils sont doublement étanches. Pourquoi? Parce que le cerveau n'a besoin que de très peu de choses pour se nourrir, des petites molécules, du glucose, des petites choses, mais il ne veut pas de protéines, il ne veut pas de toxines qui peuvent circuler dans le sang, il veut se protéger de maximum des choses qui circulent dans notre sang. Et il a raison. Donc il y a une barrière hémato-encéphalique qui est très étanche. Non seulement elle est doublement étanche, mais s'il y a quelqu'un qui traverse, hop, il se fait réappeler vers l'extérieur pour retourner dans le sang. Alors, lorsqu'on veut donner des chimiothérapies, eh ben, en fait, elles rentrent très mal. Si vous donnez 100 molécules de chimiothérapie dans une carotide, si au finish, il y en a 100 qui arrivent dans votre carotide, il n'y aura que 3 molécules qui vont passer dans votre cerveau. Donc le rendement est très très faible. Et donc l'idée a été de se dire comment on peut perméabiliser cette barrière, au moins temporairement, parce que si on le faisait de façon prolongée, ça serait très probablement toxique, puisqu'elle est là pour quelque chose. Mais si on peut le faire de façon temporaire, ça nous permettrait d'injecter notre chimiothérapie pendant cette phase d'ouverture. Et en reprenant les très vieux articles, il y a à peu près une cinquantaine d'années, sur des Russes qui avaient fait ça, parce que les Russes ont plein d'idées. Ils avaient envoyé des ultrasons dans le cerveau, des ultrasons qui avaient fragmenté un peu le cerveau et donc les vaisseaux. Le problème, c'est que ça fragmentait tout le monde, donc même les neurones étaient fragilisés par ce stress acoustique. Donc c'était éminemment toxique. Mais il y a un gars qui est un physicien pur qui s'est dit, mais si je vais faire vibrer, entre guillemets, des bulles dans les vaisseaux, que dans les vaisseaux,
je vais pouvoir induire un stress à peu près similaire, mais que sur les vaisseaux, et donc ainsi obtenir potentiellement une perméabilité. Sans rien comprendre de particulier, il a fait un test comme ça. Et il s'avère que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on injecte, alors après il y a eu des adaptations qu'on a fait et qu'ils ont fait aussi, on injecte des microbules dans le sang, ce sont des petites bulles de gaz, des petites cellules, on appelle ça des liposomes, comme des petites cellules mais avec rien dedans, ou du gaz dedans en fait. Et lorsqu'elles passent dans un champ acoustique, elles se mettent à vibrer. Donc elles sont dans le sang, on les injecte par voie veineuse, elles arrivent dans le cerveau, et là dans le cerveau on les fait vibrer, et donc ça induit un stress viscoélastique sur la paroi des vaisseaux. Et que sur les vaisseaux. Les ultrasons sont de très faible intensité, simplement. Ils mettent ces bulles en résonance, donc très faible intensité d'ultrasons, et capable de faire vibrer énormément ces bulles. Et à ce moment-là, on a une ouverture de la barrière, c'est-à-dire la barrière laisse rentrer tout le monde pendant les 6 heures qui suivent. Donc 2 minutes d'ultrasons suffisent pour laisser rentrer pendant 6 heures toutes les molécules que l'on veut. On en profite pour mettre la chimiothérapie, c'est pour ça qu'on a destiné ça. Et on s'est dit, et on croise les doigts, surtout pour pas qu'il y ait de toxicité de tout le reste qui veut rentrer en même temps. Alors bien évidemment, on a fait des phases animales, on a fait des primates, ici même sur l'ICM, et on a vu que finalement, pendant 6 heures, laisser rentrer tout le monde ne posait pas de problème de sécurité. Et donc on a pu passer chez l'homme. Ce qu'on a vu sur toutes les expériences animales, c'est que la chimiothérapie rentre 7 fois mieux, y compris les drogues qui sont très grosses, des molécules très grosses, que la barrière était ouverte pendant 6 heures, que ce n'était pas toxique, on a fait des enregistrements du cerveau, on a fait des études du métabolisme du cerveau, que ça permettait à l'immunité du patient de rentrer, parce que votre cerveau en fait est étanche à votre défense immunitaire, c'est-à-dire vos défenses immunitaires ne peuvent pas aller dans votre cerveau. C'est un organe qui est à l'extérieur de votre système immunitaire. On s'est rendu compte que ça diminuait les pompes qui vous faisaient que les molécules étaient prises et ressorties. Ça, c'est un peu plus technique. Et bien évidemment, on a vu que ça améliorait la survie des animaux chez qui on avait injecté des tumeurs cérébrales. Et ainsi, on a pu passer chez l'homme. Et là, vous avez à gauche une chirurgie où on ouvre une petite portion de la boîte crânienne pour accéder à la tumeur et l'enlever sous microchirurgie. Et à la fin, on referme en positionnant l'os. Mais on a quelques petites zones d'abord qui sont ce qu'on appelle des trous de trépan. Et c'est ici qu'on va émettre les ultrasons. On va mettre une puce qui va pouvoir émettre les ultrasons lorsque l'on en aura besoin. Alors, soit on l'implante pendant une chirurgie, c'est une puce qu'on implante dans l'épaisseur osseuse du crâne du patient, soit on l'implante lors d'une petite chirurgie sous anesthésie locale. Et tous les mois, puisque la chimiothérapie c'est tous les mois, le patient vient, on envoie 2 minutes d'ultrason, ça perméabilise ses vaisseaux, il va en chimiothérapie, qui dure 2-3 heures, et puis il rentre chez lui le soir, la chimiothérapie est rentrée 7 fois mieux. Voici avant, alors là il n'y a plus de tumeur parce que je l'ai enlevé chirurgicalement, mais avant ultrason, vous avez un cerveau qui paraît grosso modo normal. Après ultrason, vous avez le produit qui est passé, que vous voyez en blanc, qui est passé complètement dans le cerveau, alors que normalement, là, il ne passe pas. Donc on a une preuve à l'IRM, ce que l'on est en train de faire, ça a marché, et aussi une preuve de toxicité, on cherche si on a été néfaste, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un essai qui s'attelle à vérifier que ce n'est pas dangereux. Alors nous avons fait 27 patients maintenant, plus de 70 séances d'ouverture de barrière hémato-encéphalique, et pas de complications majeures qui nous aient arrêté le protocole. On a rempli donc le contrat sur cet essai de toxicité, c'est-à-dire ce n'est pas toxique. On sait que c'est rapide, que c'est efficace sur l'ouverture de la barrière, que c'est réversible et qu'on peut le faire plusieurs fois, parce qu'il y a des patients qui l'ont fait jusqu'à 10 fois de suite, 10 mois de suite. Alors après, en termes pour notre patiente initiale, est-ce qu'elle va vivre mieux? Pour l'instant, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que le système n'est pas toxique. On a l'impression que sur les 27 premiers malades, en effet, la tumeur a l'air d'être mieux contrôlée, et on prend bien évidemment énormément de pincettes pour parler
de succès là-dessus. Et ça nécessite généralement ce qu'on appelle un essai de phase 2 ou 3, c'est-à-dire comparer des gens sans ultrasons et des gens avec ultrasons, ce qu'on va débuter avec une dimension internationale dans les 6 mois à venir. Et comme je vous l'expliquais, là c'est l'essai que l'on va mener, donc la phase 2-3 au niveau international sur les tumeurs cérébrales. On est aussi en train de démarrer un essai clinique sur les métastases cérébrales, parce que les gens qui ont des métastases dans le cerveau, eh ben, la chimiothérapie ne rentre pas bien aussi dans ces métastases. Pourquoi? Parce qu'elle s'est développée dans le cerveau. Donc la métastase prend les vaisseaux, le capital vasculaire entre guillemets du cerveau pour se développer. Elle ne vient pas avec ses propres vaisseaux, elle utilise des vaisseaux qu'elle crée, mais qui viennent du cerveau. Et puis, nous avons commencé un essai sur la maladie d'Alzheimer. Et alors là, l'histoire est assez étonnante, parce que, comme on fait rentrer mieux de la chimiothérapie, et on l'a prouvé, on s'est dit, on va faire mieux rentrer les anticorps qui ont tous échoué, puisque de toute façon, ils n'arrivent pas à rentrer, ils sont beaucoup trop gros pour la barrière hémato-encéphalique. Et donc, comme tout chercheur, on a fait une population souris Alzheimer sans anticorps, sans rien. Population contrôle. On a fait une deuxième population ultrasons plus anticorps. Et puis une troisième population ultrasons seul. Et on s'est rendu compte que ultrasons seul était aussi efficace que ultrasons plus anticorps synthétiques. Et en fait, que se passe-t-il? Les fameuses choses que l'on ne voulait pas qui rentrent dans le cerveau, comme l'albumine, qui est la principale protéine du cerveau, l'albumine, en fait, en profite pour rentrer. On avait peur de ça. Souvenez-vous, au début, je vous avais dit, j'avais un peu peur de toutes les choses qui peuvent profiter pour rentrer. En fait, il s'avère que c'est salvateur, en tout cas pour la maladie d'Alzheimer. L'albumine rentre. L'albumine, on en a tous. C'est quelque chose que l'on a dans notre sang, tous. Elle rentre et, comme c'est une protéine, elle va se coller aux plaques Alzheimer, qui sont aussi des protéines. Et ce complexe-là va être reconnu comme étranger dès lors que l'albumine est reconnue comme étranger dans le cerveau. Donc par un concours de circonstances, dans une population contrôle, dans une expérience, on s'est rendu compte que seule la barrière hémato-encéphalique pouvait potentiellement suffire, en tout cas chez la souris ça fonctionne, pour enlever les plaques, enlever une partie de taux, et, chose incroyable, faire naître un certain nombre de newborn neurons, c'est-à-dire de créer de la régénération cellulaire. Et pour quelle raison, on ne sait pas. Pourquoi il y a des newborn neurones qui apparaissent suite à cette excitation des vaisseaux par les microbules avec les ultrasons. On sait, ce que l'on sait, c'est que les stem cells, c'est-à-dire les cellules souches du cerveau, sont autour des vaisseaux, sont posées sur les vaisseaux, sont généralement totalement quiescentes, et qu'une stimulation mécanique peut potentiellement les multiplier. Donc on a beaucoup d'espoir, on n'a rien prouvé. La grande étape qui a été franchie, ça a été d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique, qui représente un challenge quand même depuis plusieurs années, beaucoup d'années pour passer les molécules. Maintenant, il faut qu'on voit si réellement ça va bénéficier aux patients, et on fait des essais cliniques pour ça. Voilà, merci beaucoup. Ce dont je vais vous parler pourrait en fait se résumer en simplement une devinette. Une devinette qui est finalement quel est le rapport entre la maladie d'Alzheimer et un calendrier des marées. Donc voilà, moi j'étais souvent fasciné par les marées. Donc, il est transparent de voilà, donc je disais, là un calendrier des marées. Donc je pense qu'il est bien à ce moment de la matinée peut-être de s'imaginer dans 5 minutes au bord de la mer, entendre le bruit des mouettes, ça va nous détendre un petit peu. Et comme je disais, moi j'ai longtemps été fasciné par les marées, je vais essayer de vous expliquer finalement quel est le rapport entre ça et la maladie d'Alzheimer. Et il y en a un, vous allez voir. Donc là j'ai pris un calendrier, et vous voyez c'est quand même fascinant parce que c'est en août 2018, donc c'est quasiment dans un an, et on est capable de savoir avec extrêmement grande précision que le 13 août, par exemple, vous allez avoir une marée de coefficient 109. Ouais, donc pour mes beaux-parents qui sont des grands amateurs de la pêche, c'est extrêmement important, ils ont déjà réservé leurs vacances, et le 13 août ils seront sur l'île de Noirmoutier pour pêcher la palourde pour les grandes marées. Voilà, mais c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, en octobre 2017, je puisse dire que le 17 août, si je vais à Noirmoutier, j'aurai une marée de coefficient 109.
Ça vous paraît peut-être tout à fait naturel, vous êtes peut-être tout à fait habitué, mais c'est en fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ça me rappelle d'ailleurs un exercice de physique que je faisais dans la classe préparatoire. Un exercice de physique était déjà quand même assez compliqué. Alors, on nous faisait étudier le mouvement de la Lune, le mouvement du Soleil, le mouvement de la Terre, et en fonction de leur vitesse de rotation respective les uns autour des autres, on calculait que les marées arrivaient toutes les 6 heures et les 12 minutes, ce qui est parfaitement exact, avec une très grande régularité. Mais la conclusion de ce même exercice était toutes les marées ont la même amplitude. Alors quiconque a voyagé un tout petit peu, ne serait-ce qu'en France, sait très bien que les marées à Brest et les marées à Biarritz, même le même jour, n'ont pas la même amplitude. J'ai longtemps imaginé qu'il y avait des physiciens extrêmement savants qui s'étaient penchés sur la question. Par exemple, on sait que la forme de la côte joue un rôle important dans l'amplitude des marées. Donc on voit la côte de Bretagne qui est très échancrée, on a des marées très hautes, et la côte de Biarritz c'est beaucoup plus plate, et il y a des marées très différentes. Et donc j'imaginais qu'il y avait des gens très savants qui avaient vraiment finement modélisé les formes des côtes, modélisé tous les facteurs qui influencent l'amplitude d'une marée, qui sont extrêmement complexes, et qui avaient mis tout ça dans cet énorme système d'équations, qui avait résolu tout ça, et qui était capable de dire, ben oui, le 18 août, le 17 août, il y aura une marée de coefficient 109. Mais en fait, pas du tout. C'est absolument pas du tout comme ça que ça fonctionne. On sait très bien prédire la hauteur de la marée à Brest depuis le 19e siècle. Parce que ça fait très longtemps qu'on les observe. Et donc, déjà au 19e siècle, ça faisait plusieurs centaines d'années qu'on avait des registres de marées. Et qu'on les avait mesurés. Et tous les jours, on relevait l'amplitude des marées. Elles ne sont jamais deux fois la même, c'est jamais tout à fait périodique, ça ne vient jamais exactement de la même façon, mais il y a une régularité. Il y a des motifs qu'on peut extraire de ces répétitions un peu aléatoires. Et dès le 19e siècle, on a conçu des systèmes qui étaient capables, à partir de l'analyse des historiques de marées, de prédire les marées suivantes. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui qu'on crée les calendriers des marées. Imaginez maintenant un patient qui rentre dans le cabinet du neurologue et à qui on annonce le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, la première question qu'il pose à son neurologue, c'est « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Aujourd'hui, le neurologue, il en est réduit à dire des généralités sur la maladie. Il n'est pas capable de donner un calendrier, finalement, à ce patient pour lui dire « voilà, votre maladie, elle va évoluer d'une certaine manière qui vous est propre, qui n'est pas la même que votre voisin. Elle va évoluer peut-être à un rythme plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Vous allez développer tel type de symptômes ou pas tel autre. » Voilà. Donc je voudrais pas avoir malentendu entre nous, je ne suis pas un neurologue, je ne suis pas un biologiste. Moi, je suis simplement un ingénieur. Voilà, il se trouve qu'il y a à peu près 5 ans, je suis arrivé ici à l'ICM, un peu par hasard d'ailleurs. J'ai vu tas de choses complètement extraordinaires. J'ai vu des biologistes faire effectivement des expériences avec des pipettes et des choses que vraiment je ne comprends rien. J'ai écouté des neurologues, j'ai écouté des neuroradiologues comme Alexandre, comme Stéphane qui vous ont parlé, qui vraiment très généreusement m'ont montré l'étendue de leur savoir, m'ont aussi fait part de leurs questionnements, de leurs serments, de leurs tâtonnements, de leurs recherches. Et de tout ça, finalement, j'ai compris 2 choses. La première, c'est que la maladie d'Alzheimer est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça, je crois que vous l'avez bien compris. On l'a bien montré ce matin. Moi, ça me fait penser un peu à un puzzle de 5 pièces. On a identifié quelques pièces, on voit des formes, on sait des choses sur la maladie, on sait quelque chose sur quelques mécanismes identifiés. Mais finalement, c'est comme si on n'arrivait pas à assembler toutes les pièces du puzzle ensemble, on n'arrive pas à voir l'image globale se générer. Donc, c'est comme si chaque neurologue qui travaille depuis des années sur cette maladie s'était construit une sorte de représentation mentale de tous les effets de la maladie sur le cerveau. Et finalement, ça reste quelque chose qui n'est pas complètement objectivé, c'est pas quelque chose qui est externalisé, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment manipuler, c'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment dialoguer. Et chacun, finalement, crée sa propre représentation et il n'y a pas quelque chose de tangible. Quelque chose de transmissible aussi. Donc, je pense, pour arriver au niveau d'expertise des neurologues, des neurochirurgiens qu'on a vus précédemment, il faut des années et des années de pratique, de travail pour se construire cette image-là. On ne peut pas enseigner, on ne peut pas transmettre facilement. La deuxième chose que j'ai compris, c'est quand on diagnostique une maladie d'Alzheimer, c'est souvent beaucoup trop tard. C'est trop tard, parce que la maladie est une maladie complexe, elle dure dans très nombreuses périodes de temps dans la vie des individus, les effets s'accumulent, et quand les symptômes arrivent, quand le neurologue peut poser son diagnostic, en fait, c'est ce que Stéphane a montré ce matin, en fait, la plupart des traitements sont inefficaces à ce moment-là, à réparer le symptôme. Et si on était capable d'anticiper la survenue des symptômes, alors on serait probablement peut-être en position de proposer des stratégies thérapeutiques beaucoup plus efficaces.
Donc c'est ça que je comprends. Et moi j'entends ça et je l'analyse à travers mon spectre culturel, mon spectre scientifique, qui n'est pas celui de la médecine, qui n'est pas celui de la biologie, comme je vous l'ai dit. Et là je me dis, mais il existe, on connaît tous des systèmes qui sont extraordinairement complexes, qu'on est capable de manipuler, qu'on est capable de synthétiser, qu'on est capable de reproduire, qu'on est capable de manipuler sans pourtant être capable d'en comprendre tous les composants ou tous les éléments élémentaires. Et par exemple, vous avez tous dans votre poche un smartphone. Le smartphone, vous avez tous un assistant vocal virtuel. C'est un robot. Et un robot, il parle. Il vous parle en français. Il vous dit des mots, il dit des phrases qui ont du sens. Vous pouvez avoir une conversation. C'est pas parfait, je le sais bien, mais enfin quand même. Et le robot, je vous assure, il ne connaît rien de français. Il ne connaît pas les règles de coordonnance de temps, il ne connaît pas la grammaire, il ne connaît pas la conjugaison, il ne connaît rien de tout ça. Finalement, il est un peu comme un enfant. Quand l'enfant apprend à parler, vous ne lui dites pas voilà la conjugaison, voilà la grammaire, il les livre, après tu parleras. Non. L'enfant, il va écouter, il va entendre, prendre des mots, des syllabes, il va les combiner ensemble, il va les répéter, il va regarder comment ses parents réagissent. Dans un contexte, il va les faire rire, il va mémoriser ça, il va être capable de le répéter, et progressivement, il va commencer à maîtriser le langage. Il va permettre à instaurer un dialogue. Et c'est uniquement après, longtemps après, quand il sera vraiment bien parlé, qu'on va être capable de lui apprendre que ce langage, ce n'est pas effectivement quelque chose de complètement aléatoire, mais c'est quelque chose qui a une structure, qui a effectivement des règles, et on peut les suivre. Et le robot qui parle dans votre smartphone, il fait exactement la même chose. On ne lui indique pas les règles du langage, on lui fait juste montrer plein d'exemples, et on lui dit, voilà, dans telle circonstance, on dit ça. Et le robot, il est aussi bête que ça, il répète. Voilà, c'est un enfant. De la même façon, vous êtes aujourd'hui des donateurs de l'ICM. Ça peut peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas très difficile de savoir que vous êtes potentiellement des donateurs de l'ICM. Si je connais votre milieu socio-professionnel, je connais par exemple les journaux, les magazines que vous lisez, si je connais la liste des contacts sur votre téléphone, si je regarde les sites internet que vous consultez, je peux être capable de prédire avec assez grande précision que vous pouvez devenir un donateur de l'ICM. Et c'est exactement comme ça que fonctionne aujourd'hui la publicité sur internet. Vous avez toujours été surpris de voir à un moment donné surgir une publicité qui vous dit « Ah, mais c'est bizarre, c'est exactement, effectivement, ce que je recherchais. » C'est fonctionne exactement de la même façon. On sait par analogie. On sait qu'il y a des gens qui vous ressemblaient, qui ont acheté par exemple quelque chose sur internet, et donc on sait que vous êtes extrêmement susceptible de faire un acte similaire. Donc on est capable de prédire votre comportement, et pourtant, je vous assure, on est incapable de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, on ne connaît rien de votre histoire, on ne connaît rien de votre enfance, on ne connaît rien de tous les éléments qui vous constituent en tant qu'individu et qui font qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision qui est de dire « je vais donner pour l'ICM ». Et pourtant, on est capable de le prédire quand même avec une certaine fiabilité. Donc là, tout naturellement, l'idée est de se dire on sait faire des robots, on sait apprendre un robot à parler, on sait capable de prédire le comportement des individus. Ça ne doit pas être si difficile de pouvoir prédire qu'est-ce qui va advenir à un patient qui atteint la maladie d'Alzheimer. Donc on se dit, on va prendre les programmes informatiques, les algorithmes qui fonctionnent dans l'intelligence artificielle pour les domaines où ils fonctionnent très bien, comme le langage naturel, comme le marketing publicitaire, et puis on va les appliquer à des données de malades, de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est exactement ça, notre point de départ, l'idée qui nous motive. Alors il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que l'intelligence artificielle, comme je disais, c'est un peu dans l'enfance de l'art. Le problème auquel on s'attaque ici est fondamentalement plus compliqué et plus difficile, finalement, que faire apprendre un robot à parler, qui est pourtant déjà une tâche difficile. Pourquoi? Parce que ici, ce qu'on cherche, c'est à prédire le futur. Prédire le futur, c'est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, je suis capable de dire, oui, vous êtes très susceptible de donner à l'ICM. Mais c'est beaucoup plus difficile pour moi d'être capable de dire si dans un an, vous donnerez encore à l'ICM. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans ces un an de vie, je ne sais pas. Et il y a peut-être des tas d'événements, des tas de choses qui vont survenir et qui vont faire que peut-être vos centres d'intérêt vont changer, vont se porter sur autre chose, et vous ne donnerez plus à l'ICM dans un an. Peut-être au contraire, vous serez de nouveau donateur. Prédire le futur est aujourd'hui quelque chose qui est très difficile pour l'intelligence artificielle. On sait prédire le présent à partir d'autres informations, mais on ne sait pas prédire l'avenir. Ensuite, une autre raison, c'est que l'intelligence artificielle est aujourd'hui extrêmement gloutonne. C'est un ogre qui doit avaler des quantités monstrueuses de données pour être capable de donner un résultat un petit peu pertinent. Aujourd'hui, fort heureusement, il y a moins de malades d'Alzheimer dans le monde que de vidéos sur YouTube ou que d'historiques de navigation sur Internet.
Donc on est obligé de repenser les méthodes de l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus frustes dans la quantité d'informations qu'elles ont besoin d'ingérer pour faire des prédictions réalistes. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ici à l'ICM une équipe de recherche qui mélange des neurologues, des neuroradiologues, et puis beaucoup de mathématiciens, des informaticiens, des statisticiens, des ingénieurs, qui vont programmer des programmes informatiques, des ordinateurs, pour aller puiser dans des bases de données de patients d'informations pertinentes pour pouvoir réaliser un système prédictif, pour être capable d'anticiper l'arrivée de la maladie d'Alzheimer, de prédire son évolution chez les patients individuels. L'idée est évidemment assez simple. Ce qu'on observe, c'est qu'on observe par exemple un patient à 3 fois dans le temps. Ce patient est à un stade de la maladie dont on ne sait pas très bien, mais il raconte une petite histoire de la maladie qui est la sienne. Et puis j'en vois un deuxième, puis j'en vois un troisième. Chacun a des instants différents. Et donc chacun me dit quelque chose sur la maladie, c'est son histoire. Et à partir de tous ces petits bouts d'histoire, finalement, je vais concevoir des méthodes qui vont rapiécer, rabouter, recoller tous ces petits morceaux d'histoire individuelle pour reconstruire ce qui serait peut-être la grande histoire de la maladie, les grandes périodes de temps. Et si je suis capable de construire qu'est-ce que c'est que la maladie sur les grandes périodes de temps en recollant des petits morceaux d'histoire, je suis aussi capable de dire, ben maintenant, qu'est-ce que mon voisin est capable de me dire sur moi-même? Est-ce que je peux personnaliser, transférer cette histoire-là à mon cas personnel et utiliser ça pour prédire ce qui va se passer? Donc, je vais vous donner juste un exemple, un peu simple, très caricatural, mais pour bien vous saisir l'idée. Ça, c'est 4 courbes. 4 courbes, elles disent pas grand-chose, mais elles disent quand même quelque chose d'important. Chaque courbe correspond à une fonction cognitive. Vous avez la mémoire, le langage, la concentration et la pratique. Si aujourd'hui mon système vous dit vous allez développer tel type de symptômes, par exemple, dans 6 mois, et que dans l'intervalle on vous propose une stratégie thérapeutique et qu'on observe que finalement à 6 mois, vous êtes toujours à une qualité de vie qui est bonne, et que vous allez gagner peut-être 6 mois de plus, 1 an de plus de bonne qualité de vie, alors on sera que cette stratégie thérapeutique-là, pour vous, dans votre cas individuel, est efficace. Ce qu'on est aujourd'hui incapable de dire dans les méthodologies actuelles. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette recherche, c'est bien sûr porteur, c'est l'espoir, c'est être capable de développer cette médecine prédictive, de développer cette médecine personnalisée. C'est l'espoir, c'est une promesse. Puis si c'est possible aujourd'hui, ben c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là. Donc on vous remercie sincèrement. Merci beaucoup.